Puis un jour, ma mère s'est énervée, puis elle m'a dit bah, « Je te confisque tous tes crayons, je t'en laisse juste un pour faire tes devoirs ». C'était un snowboard qui était pas à la vente, qui était offert sur une compétition de ski et de snowboard. C'est ça qui était chouette, c'est qu'à un moment donné aussi avec Frankie Snow, il y a tout qui s'est un petit peu réuni. On dirait plus Titeuf que Frankie Snow, là. J'ai peut-être une petite erreur. Comment t'es face ici? La causerie première. Bienvenue dans la causerie. Ici, on prend le temps de discuter avec des personnalités romandes pour découvrir leur parcours de vie. Aujourd'hui, on rencontre l'auteur de BD Éric Buch. Sa BD la plus connue, c'est Frankie Snow, avec 13 albums, plus de 350 000 exemplaires vendus et même un dessin animé diffusé sur M6. On retrouve Éric chez lui, dans la commune d'Aunay, à Genève. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti! Éric, c'est l'une des caractéristiques de la causerie. On demande à l'invité de nous amener dans un lieu qui est important pour lui. Toi, aujourd'hui, au-delà du fait qu'on soit chez toi, pourquoi tu nous amènes précisément ici, à cette table, dans ton jardin? Je trouvais plus sympa de faire ça dehors, maintenant qu'il fait beau, qu'à l'intérieur. Et puis bon, c'est vrai que c'est un endroit sympa, parce qu'il y a des arbres, il y a la nature. On n'en est pas loin de la ville, mais pas loin de la campagne non plus. Donc c'est un endroit où je me sens particulièrement bien. Et puis ici, on n'est pas que chez toi, c'est aussi ici que tu travailles, c'est là que tu as ton atelier. Ouais. Exactement, ouais. J'ai réuni en fait les deux au même endroit. Enfin, la majorité de ma vie, j'ai travaillé au même endroit que là où j'habitais, pour une question de moyens. J'ai fait quelques années en atelier avec d'autres personnes à un moment donné où tous mes enfants étaient nés et puis que ça prenait tout l'appartement, il n'y avait plus de place pour faire un atelier. Et puis là, depuis 14 ans, j'ai retrouvé un lieu où je pouvais réunir de nouveau les deux. C'est très agréable. Donc comme j'ai dit en introduction, ta BD qui a rencontré le plus de succès, c'était Frankie Snow. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux me la présenter en quelques mots? Frankie Snow, donc, c'est le nom du personnage principal, qui est un ado. On ne sait pas trop quel âge il a. Je dirais qu'il a entre 15 et 18 ans, quelque chose comme ça. C'est assez flou. On ne lui connaît pas non plus de famille, si ce n'est sa vieille tante. Par contre, on le découvre à travers ses loisirs. C'est un petit peu ça le pitch du personnage. Et puis, ses loisirs, c'est principalement les sports de glisse. Mais donc ça a du snowboard, au skate, à la planche à voile, enfin tout ce qu'il peut faire et tester en fait, et tenter. Je l'ai aussi dit en introduction, Frankie Snow, c'est 13 albums, plus de 350 000 exemplaires vendus et même une adaptation en dessin animé, notamment sur M6 et Canal J. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand j'évoque ces chiffres? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, ça évoque d'abord des souvenirs, parce que ça correspond à une période très, très chargée, disons, professionnellement de mon parcours. Alors, ça a toujours été chargé, j'ai toujours passé beaucoup de temps sur mes dessins, ça m'a toujours pris beaucoup de temps, mais disons toute la période où j'ai fait ces 13 albums, c'était une période effectivement où le rythme est allé en s'accélérant, quoi. Et au-delà de tous ces souvenirs, est-ce que toi tu considères que c'est la plus grande réussite de ta carrière? C'est difficile à dire. Je pense que c'est, en tout cas public, oui, c'est la réussite qui a fait que le public, enfin le grand public connaît un petit peu mon nom et puis ce que j'ai dessiné. Après, il y a plein d'autres dessins, affiches ou albums que j'ai fait, dont je suis tout aussi fier. Mais voilà, ça reste des livres ou des mandats uniques. Et je sais que voilà, dans une vie d'auteur, c'est vite oublié ou c'est vite remplacé par un autre truc. Okay, écoute, on en parlera plus en détail si ça te va, mais pour comprendre comment t'en es arrivé là, moi j'aimerais qu'on remonte à ton enfance. T'es né en 1965 à Genève. C'est vieux, hein. Non, ça va encore. Avec qui t'as grandi? Avec qui j'ai grandi? J'ai grandi avec 3 frères et sœurs. Moi je suis le cadet de la famille. J'avais un grand frère, Roger, qui avait à peu près 4 ans de plus que moi, et puis un frère et une sœur jumelles, des faux jumeaux, qui ont 3 ans de plus que moi. Donc voilà, et moi j'étais un peu le petit dernier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, tes parents? Ma mère elle a fait une école de stylisme à Paris, et de couture, quoi.
À l'époque, c'était deux choses qui se confondaient. Et puis, mon père a fait mécanicien électricien et il a travaillé chez plusieurs employeurs à Genève, mais a fait une grande partie de sa carrière au CERN, donc au Centre européen de recherche nucléaire. Donc on n'est pas du tout dans le monde du dessin. Là. Voilà, non, on n'est pas dans le monde du dessin. Ouais. Dessinateur, c'est le premier métier que tu t'es imaginé faire plus tard ou quand tu étais petit, tu voulais faire autre chose? Non, je crois que c'est le premier truc que j'ai. C'est le premier. Ok. Parce que je sais qu'à l'école enfantine, tu aimais déjà beaucoup le dessin. Qu'est-ce que tu dessinais? Bah justement, je dessinais des histoires, donc c'était même déjà du dessin narratif en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai rarement. Enfin, je faisais de temps en temps un dessin qui se tenait tout seul. Quoi. Mais il fallait une histoire autour. Mais souvent, quand c'était pour moi-même, c'était une histoire autour. En fait, c'était plutôt à l'école qu'on nous demandait de faire un dessin, faites un coucher de soleil ou faites un dauphin qui saute dans la mer. Mais voilà, puis souvent, il fallait bien le faire, fallait qu'il soit en couleur, avec la peinture. Moi, j'aimais pas trop la peinture. J'étais pas à l'aise parce que c'était pas précis. Un pinceau, c'était un peu mou. La peinture, il y avait de l'eau, donc c'était difficile à maîtriser, alors qu'un crayon ou un stylo feutre noir, ça c'était top quoi, pour faire du dessin narratif et de la bande dessinée. Quoi. Et comment c'était venu cette passion pour le dessin? Mais je pense que c'était un peu par imitation. Moi, les deux souvenirs que j'ai, c'est que je découvrais les premières bandes dessinées en allant faire les courses avec mes parents à la Migros. Il y avait un rayon de bande dessinée. Et puis, je n'étais pas le seul, il y avait plein de gamins qui prenaient un bouquin puis s'asseyaient dans le rayon, on ne pouvait plus passer. Quoi. De temps en temps, il y a le gérant qui passait puis qui faisait de l'ordre. Qui faisait de l'ordre. Puis 5 minutes après, c'était le nouveau boucher. Donc je découvrais mes premières bandes dessinées comme ça. Et puis l'autre chose, je pense que ça a joué un rôle à l'époque, c'est qu'on n'avait pas de télévision, donc il n'y avait pas d'écran nulle part à la maison. Par contre, j'avais le voisin du dessus, mon copain de classe, qui eux, ils avaient une télé, et donc j'allais, comme c'était de coutume, et c'était les mercredis après-midi, ils passaient des dessins animés à la télé, on avait congé. Et puis donc, pendant 1 heure, on regardait, je sais pas, c'était des Tex Avery, c'était un peu des trucs qu'on regardait en noir-blanc, parce que la télé était en noir-blanc. Et puis, souvent, quand je rentrais à la maison après le soir, je dessinais un truc vaguement inspiré de, tu t'inspirais de ce que j'avais vu, parce que ça bougeait, c'était très... Et tu te rappelles de la première BD qu'on t'a achetée? Je pense que c'est un album des Schtroumpfs, très certainement, ou de Spirou et Fantasio, un truc comme ça. Ouais. Donc c'est quoi, si je te demande une référence que tu devrais avoir en BD, c'est quoi, entre Peyo et Franquin? Tu choisis qui? Ça serait quand même plutôt Franquin, ouais. Pourquoi? Parce que Franquin m'a accompagné vraiment très longtemps dans mes influences, parce qu'il avait... je dirais qu'il y a plusieurs sortes d'auteurs, mais il y a des auteurs qui font un peu toute leur vie la même chose. Le cas de Peyo, de Maurice, qui faisait Lucky Luke. Voilà, ils ne bougent pas d'un iota. Voilà, ils ont leur personnage, ils ont leur style. Et puis, il y avait des auteurs justement comme Franquin, où on voyait, il avait beau faire une série, son dessin évoluait, il changeait. On voyait que les personnages devenaient plus souples, plus nerveux, etc. Après, il est passé aux idées noires, il est passé à des trucs plus adultes. Enfin voilà, il a évolué en fait toute sa vie dans son dessin. Et puis ça me plaisait beaucoup parce qu'en fait, en tant que jeune, on pouvait lire dans les premières histoires de Spirou. Et puis, j'ai été accompagné par lui jusqu'à mon âge adulte. Quoi. Et est-ce qu'en dessin, tu dirais que tu étais déjà plus à l'aise que les autres ou c'est une capacité que tu as développée avec le temps? C'est un peu des deux. Quoi. Je pense que j'étais à l'aise parce que j'en faisais beaucoup. C'est vrai que il y avait toujours une admiration de la part des copains, dessine-moi un truc, etc. Ça c'est vrai, ça compte beaucoup. Quoi. Donc tu avais déjà une certaine capacité quand même. Oui, je pense que j'avais une facilité. Après, c'était beaucoup reconnu par mes copains, certainement qu'ils avaient aussi des références de bande dessinée un peu comme moi. Donc ça correspondait à un style. Les profs, certains disaient que je dessinais bien, d'autres pas, en fait, d'autres qui étaient plus imprégnés de beaux-arts. Ils voyaient justement que quand je faisais de la peinture ou de la couleur, je n'étais pas du tout le plus fort. Je faisais des trucs un peu fades, je n'osais pas mettre des couleurs. Voilà. Et puis vous voyez que j'étais pas à l'aise, donc c'était...
pour eux, j'étais pas forcément quelqu'un qui faisait des bonnes images, quoi. Et au-delà de ça, toi, tu dirais qu'à l'école, tu étais quel genre d'élève? Moyen, je dirais. Moyen. Voilà. J'ai jamais été très mauvais, mais j'ai jamais été dans les bons non plus, quoi. Mais il y a eu un épisode qui a même traumatisé ma mère, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai que j'étais très mauvais en orthographe, puis on avait des dictées comme ça, voilà, c'était le moyen d'apprendre le français à l'époque. Puis donc je ramenais toujours des trucs sous la moyenne. Puis un jour, ma mère s'est énervée, puis elle m'a dit, bah, faut vraiment que tu apprennes ton vocabulaire, parce qu'on a ce petit vocabulaire à apprendre pour réussir les dictées. Et je te confisque tous tes crayons, je t'en laisse juste un pour faire tes devoirs, quoi. Oui. Et en fait, elle m'a confisqué tous les crayons, puis il me restait un crayon, puis j'étais obligé de faire les devoirs. Puis moi, ça ne me dérangeait pas tellement, parce que je dessinais essentiellement au crayon gris, quoi. Mais ma mère, plus tard, a eu beaucoup de remords, parce qu'elle s'est dit, en fait, c'est parce que je lui ai confisqué tous les autres crayons de couleur qu'il a jamais abordé la couleur, qu'il est resté sur le noir-blanc quasiment jusqu'à 20 ans, quoi. Est-ce que tu lui donnes raison J'ai eu ou pas beau du de lui dire non, c'est pas vraiment ça. Mais en fait, ça a plus traumatisé elle que moi, quoi. Finalement, j'ai quand même dessiné avec mon crayon, quoi. Et tu m'as dit que c'était le premier métier que tu voulais faire, mais au-delà de vouloir, est-ce que tu arrivais à t'imaginer que tu pourrais vivre de ça plus tard, ou c'était encore trop loin tout ça? Non. Alors, pour moi, j'avais pas de doute que Franquin ou Peyo, ils vivaient de ça, quoi. Donc, je pensais que ça pouvait être envisagé comme un métier, quoi. Donc dès le début, tu t'es dit que c'était possible, il n'y a pas eu un moment où il y a eu un déclic, tu t'es dit je vais tenter l'aventure, je vais là-dedans, c'est dès le début, tu le savais? L'envie, elle était dès le début. Après pour vraiment rentrer là-dedans, là, ça s'est posé beaucoup plus tard. Ça s'est posé vers 24 ans, quoi, quand j'avais fini toutes mes études, puis qu'il n'y avait plus d'études à faire. Il fallait bien que je commence à bosser. Puis je me suis dit, voilà, c'était après mes beaux-arts. Mais disons, ce qui m'a surtout motivé, c'est que je remplaçais des profs de dessin ou des profs d'art plastique, enfin un peu toutes ces branches-là. Et j'ai eu au moins je sais pas, 4 profs sur 5 qui m'ont dit, si vous voulez continuer dans l'art, de manière générale, ne faites pas prof. Ils m'ont tous dit ça. Ils m'ont dit parce que nous, on est tous sortis des Beaux-Arts et puis on a commencé, parce qu'il y avait des places d'enseignants à Tire-Larigot quand on est sortis dans les années 70, parce qu'il y avait ce boom démographique. Et on s'est tous dit, on va faire prof juste à mi-temps, et puis le reste du temps, on pourra faire nos peintures, etc., exposer notre galerie, tout ça. Et au final, c'est le métier de prof qui a pris le dessus. Et finalement, on rentrait des cours, on était fatigués, on restait un peu dans notre confort de salarié. T'as plus trop le temps pour le dessin. On n'avait plus l'énergie, voilà. Et finalement, il me disait, mais on est très peu. Il y en a un qui m'a dit, mais de ma volée de Beaux-Arts, la plupart, on est allé dans l'enseignement. Mais quasiment aucun de nous n'expose aujourd'hui ou n'édite aujourd'hui ces trucs. Tu m'as dit qu'après l'école obligatoire, tu as commencé l'école des Beaux-Arts à Genève. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces années d'études? Je retiens en fait un peu une ouverture d'esprit, je dirais, surtout. Pour la bande dessinée, rien du tout. Parce que vraiment, il n'y avait pas de bande dessinée qui était enseignée à l'école des Beaux-Arts. Donc de ce côté-là, j'ai rien pu prendre, quoi. Il y avait pas, voilà. Peut-être le dessin d'académie, c'était un truc que j'aimais bien. C'était très classique, quelqu'un qui posait puis on le dessinait. Mais pourquoi tu as commencé ça du coup, s'il n'y a aucun lien avec le monde de la BD? Bonne question. Je pense que c'était à moitié pour moi et puis à moitié pour assurer mes parents. En fait, il y avait la possibilité d'enseigner à la fin des Beaux-Arts si on avait fait une matu avant, donc avec le diplôme des Beaux-Arts. Si on avait une matu gymnasiale, ça comptait comme des études universitaires et puis on pouvait rentrer dans l'enseignement public.
Et puis à côté de ça, tu te lances aussi dans le travail de l'illustration. J'ai noté avec par exemple des motifs pour des t-shirts, des affiches pour des événements ou encore des dessins de presse. Notamment, tu as travaillé aussi dans le journal L'Hebdo. Comment ça se passait? C'est toi qui prenais l'initiative ou on venait te chercher, on te faisait la proposition? Alors, pour les affiches et tout ça, c'est souvent tous les mandats un peu publicitaires ou d'illustration, c'est souvent passé par des contacts, un peu le réseau. Et pour ce qui est par contre des quotidiens, des journaux, ouais, là, j'ai dû faire la démarche, quoi. Puis même si tout se rapporte au dessin, c'est quand même des activités très différentes. Toi, dans quoi tu étais le plus à l'aise à l'époque? Bon, évidemment, moi je partais de la bande dessinée, mais après pour moi, il fallait toujours que l'histoire raconte quelque chose. Donc effectivement, quand j'ai fait du dessin de presse, ça m'a beaucoup servi, finalement, même si c'était un dessin unique, parce que le dessin devait coller soit au titre de l'article, soit il devait illustrer le fond de l'article. C'est toujours la même chose, il y a une idée ou il y a un texte, et puis il faut synthétiser. En bande dessinée, on synthétise en une page ou en 10 pages, ou alors en petit format si c'est juste en un strip. Et le dessin de presse, c'est synthétisé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en une image, quoi. Et avec tout ça, est-ce que tu pouvais commencer à vivre de tes dessins durant tes études ou c'était encore un petit peu compliqué? Non, moi j'habitais chez mes parents pendant toutes mes études, donc j'ai pas eu ce souci. Par contre, j'avais réussi finalement, à la fin de mes études, j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté, je me suis aperçu. Puis voilà, mais après, effectivement, quand il faut sortir un loyer, moi, je me fixais des objectifs. Je me rappelle mes objectifs dans la fin des années 80, fallait arriver à 3000 francs, quoi. Ça me permettait de faire le mois avec la location de l'appartement, puis un petit peu tout ce que j'avais à charge, quoi. Et après ces études, tu as le déclic, tu te lances enfin, tu publies d'abord en 1992 et en 1993 2 albums d'Hélène Cartier. Est-ce que tu peux nous présenter cette BD? Alors Hélène Cartier, c'est ma première collaboration avec un scénariste, avec Christian Périssin. Et si on veut une comparaison, c'est un peu Indiana Jones au féminin. Voilà, c'est une aventurière, ça se passe aussi un petit peu, pour le coup ça se passe entre deux guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On pourrait situer ça dans les années 30, c'est un petit peu cette période-là. Et puis peut-être l'originalité de cette série, donc c'est de l'aventure comédie, je dirais, un peu comme l'était Spirou à une certaine époque. C'est-à-dire c'est de l'aventure, mais il y a, comme dans un film de comédie, il y a plein de gags partout. Voilà, c'est un peu sur ce format-là. Et fonctionner en binôme avec un scénariste, c'est plus simple pour toi ou pas que de travailler tout seul? Au début, c'était presque plus compliqué parce que moi, j'étais habitué à faire mes propres histoires. Et donc, souvent, quand je lisais un scénario, à la fin de la page, j'avais envie d'inventer la suite parce qu'il y avait plein de trucs qui me venaient en tête. Et puis en fait, non, il fallait suivre le scénario, quoi. Donc c'est vraiment lui qui pose un scénario et puis toi tu dessines ensuite. Voilà, ouais. Alors on n'a jamais fonctionné complètement comme ça. Et j'ai toujours apporté aussi des idées. Parfois on les a gardées, puis parfois on les a jetées. Ouais. Et puis peut-être la BD, c'est un monde qu'on ne connaît pas trop. Une fois que tu te décides à te lancer dans la création d'un album, c'est quoi le processus à suivre jusqu'à sa publication? Pour ce qui est purement de la création, c'est de trouver les idées. Pour moi, ça passe essentiellement par le texte et puis les dialogues. Voilà. En fait, quand c'est du gag, quand c'est des histoires en une page, je les construis entièrement sur du dialogue. Sauf parfois, ça arrive qu'il y a un gag qui est que visuel, il est muet, et puis il n'y a pas de dialogue à ce moment-là. Quand c'est un récit plus long, qui va faire au-delà de 5 ou 10 pages, là, avant les dialogues, il faut déjà écrire toute l'histoire et essayer de l'articuler. Dire voilà, ça va prendre tant et tant de pages, voilà, le climax il sera à ce moment-là, etc. Voilà, il y a une étape en plus, disons. Quelques années après Hélène Cartier, tu publies une deuxième série de BD. Cette fois-ci, c'est autour du personnage de Vincent Murat. Ouais. Là, c'est complètement différent. C'est l'histoire d'un jeune journaliste qui mène des enquêtes. Comment tu parviens à créer et à dessiner des histoires, des personnages, tout un univers, soit en partant de zéro, soit en partant de l'idée d'un scénariste? Comment ça marche? Moi, je suis toujours parti de l'idée que le dessin il devait servir le scénario.
En fait, j'ai un petit peu fait j'ai un petit peu fait le caméléon, c'est-à-dire que quand je tombais sur une histoire réaliste, je me disais, mais en fait, mon dessin humoristique là, que je fais depuis des années, ça va pas le faire sur cette histoire-là. Si je veux vraiment faire cette histoire, faut que je pousse mon dessin dans un style plus réaliste. Et puis au contraire, quand il faut des choses, du gag, il faut vraiment des trucs ronds, je revenais ou je poussais plus loin dans un style vraiment rond, un style un peu Tex Avery que j'aime bien faire. Eric, je te propose maintenant de passer à l'atelier. C'est une autre caractéristique de la causerie. On demande à l'invité de nous coacher sur une activité qu'il maîtrise. Ah oui, très bien. Qu'est-ce que tu as choisi, toi, pour moi aujourd'hui? Écoute, je vais te faire un petit dessin. Je te propose de faire Francky sur une tablette graphique. Ça va être catastrophique, mais on y va. Allez. Donc je vais te faire dessiner Francky Ok. sur la tablette numérique. Ce que je te propose, c'est d'utiliser le stylet. Moi en général, je commence par les yeux, par les deux yeux. Donc je fais comme deux boules de ping-pong. Et puis il y a un nez qui va venir se rajouter. Voilà, c'est parti. Ok, je vois. Alors, tu m'as dit on commence par les yeux, c'est ça? On commence par les yeux. Ça. On dirait plus Titeuf que Frankie Snow, là. J'ai peut-être une petite erreur. Comment t'es de face ici? C'est un exercice qu'on fait parfois en festival avec. On fait un peu le pas à pas, c'est-à-dire que moi je dessine les yeux, puis les participants dessinent aussi le personnage en fait en même temps que moi. Quoi. Et en moyenne, ça va? Ils s'en sortent bien? Oui, moi il y a des résultats assez étonnants. Et puis justement, ce qui est marrant, c'est comme chez toi, les proportions sont différentes et tout d'un coup, on voit le personnage qui rajeunit, qui vieillit, Pas mal. Je peux pas faire mieux. C'est bien, super. Je peux pas faire mieux. Avec les couleurs, ça, il commence à ressembler à quelque chose. Hein, Voilà, tout à fait. Les couleurs font pas mal de choses. Parfait, nickel. Merci beaucoup. De rien, avec C'est tout plaisir. bon. Écoute, si ça te va en retourner à l'interview. Ça marche. Maintenant, on arrive sur un tournant dans ta carrière. C'est en 1998. Tu intègres l'équipe fondatrice de Tcho, donc un magazine de BD créé par Zep. Comment ça s'est passé? Avec Zep, on se connaissait depuis l'épopée de l'hebdo, quoi. Si je ne me trompe pas, et c'est lui qui a quelques semaines d'intervalle, il venait commencer à l'hebdo, puis il m'a dit on voit aussi tes dessins, parce que je sais qu'il cherche du... Parce que lui aussi était Genevois. Voilà, exactement. Ouais. En fait, il habitait à moins de 2 km de chez moi. Voilà, on s'est une fois rencontrés. Moi, je commençais à publier. Zep a aussi commencé à publier. Et son personnage, Titeuf, a décollé. Et puis un jour, il me dit, écoute, on veut créer un journal autour de Titeuf. Déjà, est-ce que ça te dirait de bosser au journal, à m'aider à monter le projet du journal, et puis à toi essayer de présenter une série, parce qu'on cherche des séries dans cette veine-là, quoi. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Moi, à cette époque-là, j'avais fait beaucoup de comptes ski en tant que moniteur de ski. Et puis, j'illustrais aussi les programmes d'un organisme de voyage. Donc, j'avais un petit peu fait des gags là-dessus. J'avais fait un peu des histoires, des dessins là-dessus. J'avais aussi fait une bande dessinée avec un gars qui faisait de la compétition en snowboard, qui était un Valaisan. Et puis qui lui avait un contact avec la marque Nidecker, c'était des fabricants de snowboard. Et puis il m'a dit, écoute, il faudra faire une bande dessinée sur les dangers d'avalanche, dangers d'hors-piste, etc.
Et j'ai un scénario, est-ce que tu serais d'accord de m'illustrer? Et dans ce scénario, il mettait en scène 3 jeunes, je crois, ou 4 jeunes. Et il y en a un, c'était déjà le précurseur de Frankie Snow, quoi. Puis je crois que c'était Jean-Claude Camano, le directeur de collection de Titeuf chez Glénat, qui m'a dit j'ai un nom pour toi, qui m'a proposé ce nom de Frankie Snow. Dans cette BD, on est en plein dans le monde des sports de glisse, comme le skate, le surf ou le ski freestyle. Tout est quand même très fidèle à la réalité, que ce soit les figures, les vêtements ou encore les expressions utilisées. Est-ce que toi, c'est un monde que tu connaissais bien? Ouais, alors c'est ça qui était chouette, c'est qu'à un moment donné aussi avec Frankie Snow, il y a tout qui s'est un petit peu réuni. Tout ce que je pouvais faire avant de manière un peu éparpillée, voilà, je faisais des dessins justement pour un programme de vacances, pour un organisme de vacances, pardon. Mais je faisais aussi, j'avais déjà commencé à faire des dessins pour des vêtements, pour des t-shirts, et notamment pour des t-shirts qui se vendaient en station, à Zermatt, dans des stations suisses essentiellement valaisannes. Et puis la personne avec qui je travaillais, c'était un graphiste, quelqu'un qui était assez carré, et qui me disait, en fait, quand tu dessines un snowboarder, faut que ça lui ressemble, faut qu'il reconnaisse son matériel, sinon c'est un peu con, quoi. C'est comme un gars de la ville qui fait un dessin pour un gars de la campagne, mais qui ne connaît rien, quoi. Et donc, c'est lui, il m'apportait toujours plein de documentation. Il me disait, voilà, maintenant les skis c'est comme ça, maintenant les chaussures c'est comme ça. Et puis évidemment, ça changeait chaque année. Mais ça m'a donné une sorte de discipline sur ces trucs. Je me suis dit, il faut vraiment bien les dessiner. Finalement, l'histoire, le côté marrant, c'est ce qui va faire que le personnage sera lu par tout le monde, même ceux qui ne connaissent rien à cet univers. Et puis les petits détails dans les histoires, les trucs bien vus, ou justement le matériel bien dessiné, c'est ce qui va faire que les gens qui, eux, sont dans ce monde-là, vont se reconnaître, quoi. D'ailleurs, ça me permet de venir maintenant à une autre particularité de la causerie, c'est l'objet. On demande à l'invité de nous amener un objet qui est représentatif d'une étape marquante de sa vie. Ouais. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux me présenter? Moi, je vais présenter le snowboard Frankie Snow, qui a été fait en collaboration avec Rossignol, une série très limitée, je pense 25 ou 50 exemplaires. Je l'ai là. Hop. Donc, en fait, il reprend un dessin d'une couverture du 4e album de Frankie Snow, je crois. Voilà, donc c'était un snowboard qui était pas à la vente, qui était offert sur une compétition junior de ski et de snowboard, quoi. Donc il y avait autant des Français que des Anglais, que des Hollandais sur cette compétition. Donc certains connaissaient la série, d'autres pas du tout. Et voilà, donc c'est ça un truc que je rêvais de faire depuis longtemps. On n'avait pas vraiment de contact dans ce monde-là, et puis ça a pu se faire à cette occasion. Qu'est-ce que ça fait de voir ton personnage sur un snowboard? Ah, mais c'est toujours sympa. Moi j'adore, hein. En plus, c'est les skates ou les snowboards, c'est des beaux objets, quoi. Il y a ce côté vitrifié, il y a... on peut autant les utiliser que les exposer, quand même. Maintenant, on va passer à une autre étape importante de l'aventure Frankie Snow. C'est entre 2007 et 2008. Ta BD est adaptée en un dessin animé d'une 50aine d'épisodes. Ce sera diffusé notamment, comme je l'ai dit, sur M6 et sur Canal J. Aujourd'hui, du haut de ma planche, je vais rentrer un... Force, coup de full, pas double cut, street cell, double back, mat, twist, mountain bike, kitesurf. No workout. Comment t'as réagi, toi, quand t'as appris qu'on voulait adapter ta BD à la télé? C'était mêlé, j'étais très content. En même temps, c'était fait par une société qui faisait du dessin animé depuis longtemps, mais qui avait très peu de choses dans ce style-là. Ils faisaient des trucs, je crois leur truc le plus connu, c'était l'Inspecteur Gadget. Donc graphiquement, c'était quand même pas très proche de Frankie Snow.
Et voilà, donc en fait ça s'est passé comme ça. Il y a un agent chez Glénat qui démarchait en fait, les sociétés de production d'animation pour faire des adaptations des personnages de Chou en dessin animé. Et donc lui a obtenu un contact et une proposition de contrat pour Frankie Snow. Ouais, comment ça se passe une fois que tu acceptes? Quelle place tu as dans le projet ensuite? En fait c'est ça, tout un processus. Il faut que les histoires soient validées par les chaînes de télévision qui financent. Après, une fois qu'elles sont validées, il y a déjà plusieurs versions, ça passe à la réalisation, si on veut. Il y a des storyboards qui sont faits, si de nouveau ils sont validés ou pas. Et puis ensuite, seulement, on passe à la réalisation proprement parlée du dessin animé. Et donc moi, je pouvais avoir un droit de regard un peu à chaque étape, enfin surtout les deux premières, l'histoire et puis le storyboard. C'était plus important. Et puis ce que j'ai fait pour que certaines séquences soient vraiment comme je le voulais, avant que le storyboarder de l'équipe intervienne, moi je storyboardais ce qui me semblait important et ce que je voulais voir d'une certaine façon à l'écran. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens quand tu allumes la télé et que tu tombes sur le personnage que tu as créé sur M6 ou sur Canal J. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, sur la 6 Romande aussi, ça a été diffusé. C'était, comment dire, c'était quand même chouette de voir le résultat à la fin. Ouais, je me suis même acheté une nouvelle télé juste pour ça, pour voir. J'avais encore un petit machin. Voilà, donc j'ai acheté une télé un peu plus grande. Et puis, non, c'était chouette. Et si on revient au BD, en tout, tu publieras 13 albums, le dernier en 2017. Pourquoi tu as décidé d'arrêter après le 13e album? Alors, personnellement, moi, j'ai pas décidé. J'aurais pu encore en faire un ou deux, mais là, ça se vendait moins. Le journal s'était arrêté. C'était vraiment une grosse locomotive, le journal sur Frankie Snow. Donc Cho, ouais. Et donc, voilà, finalement, j'ai arrêté. Puis aujourd'hui, je regrette pas parce que je me dis, voilà, moi, je me suis pas répété. Le personnage va pas mal vieillir. Et puis en même temps, ça me permet de faire encore des nouvelles choses. Parce que le temps passe vite, donc il faut en profiter. Après tout ça, après toute cette aventure, tous ces exemplaires vendus, l'adaptation télé et puis même un prix que tu as reçu en 2010 au Festival international de la BD d'Angoulême, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Un peu tous ces moments qui étaient des moments émotionnellement forts, quoi. Ça a été certains festivals où il y avait des queues pas possibles, avec des gens qui amenaient un cadeau. Il y a vraiment eu beaucoup de générosité de ce côté-là. C'était des rencontres avec d'autres auteurs, parce que bon, j'étais vraiment beaucoup en festival. Voilà, la joie de voir le truc à la télé. C'était énorme, quoi, mais en même temps, aujourd'hui, pour moi, c'est un truc, voilà, j'ai quelques albums dans la bibliothèque, le reste est au grenier, j'ai plus besoin de regarder ça. Voilà, c'est un peu une étape qui est passée, puis voilà, j'en retiens vraiment la camaraderie, et puis tous les fous rires qu'on a eu avec les autres auteurs, ça c'était vraiment exceptionnel. Et comment t'expliques que c'est précisément ce personnage qui a le mieux marché parmi tous tes personnages? Ouais, je pense qu'il y avait c'est souvent multifactoriel, quoi. Il y a plein de choses qui sont tombées en même temps. C'était à un moment donné où c'était des sports qui étaient à la mode, qui décollaient aussi. On commençait à en parler dans les médias. Il y a eu tout un essor d'une nouvelle culture à travers la vidéo de ces sports-là. Donc ça accompagnait, disons, toute une génération. Je pense que c'est arrivé un peu au bon moment. Voilà, je pourrais dire ça. Puis voilà, l'humour correspondait aussi, n'était pas ringard. C'était quelque chose qui était au bon moment, disons, essentiellement, quoi.
Est-ce que tu aurais préféré que ce soit un autre de tes personnages qui rencontre ce succès à la place de Francky? Pas forcément. C'était celui avec lequel je m'identifiais le plus facilement, quoi. Donc, C'est peut-être ça aussi. oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, moi j'ai pas une tête comme ça, mais, mais voilà, disons. Mais c'est peut-être le côté authentique qui a plu aux gens. Ouais, je pense qu'il y avait quand même pas mal de réflexions personnelles derrière, même si je m'amusais beaucoup avec le personnage. J'ai malheureusement pas pu m'arrêter sur tout ce que tu as fait en dehors de Franky Snow, mais jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai dit, tu as presque touché à tout en dessin, que ce soit la BD, le dessin de presse, les travaux d'affichage pour des événements, ou encore un roman graphique que tu as publié en 2013, Le Vent des Cimes. Avec tout ce que tu as fait, t'en as pas marre qu'on te ramène à chaque fois à Franky Snow? Ah si, parfois c'est... parfois oui, je préférais qu'on parle de nouvelles choses, mais après ça me dérange pas parce que voilà, je pourrais redessiner des pages de lui aujourd'hui, que ça serait pas une difficulté, ça serait pas une torture, ça serait pas... voilà, je le ferai avec plaisir, quoi, donc c'est pas un souci, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme projet en cours, que ce soit dans la BD ou en dehors? Alors moi j'en cours un roman graphique sur Rodolphe Töpffer, qui est le créateur un des initiateurs ou inventeurs de la bande dessinée. C'est un roman un peu historique. Et voilà, donc c'est principalement là-dessus que je bosse en bande dessinée. Après j'ai d'autres projets, mais qui sont vraiment au stade très embryonnaire. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Je fais encore de temps en temps des pages aussi pour Spirou, pour Okapi. Voilà, c'est des choses que je fais régulièrement en dehors de mes dessins d'illustration, quoi. J'ai aussi noté qu'en 2013 et en 2017, tu as contribué à des BD collectives sur le monde de Spirou, puis sur Gaston, avec plein d'autres dessinateurs. Ça fait quoi d'être choisi pour rendre hommage à Franquin que tu adorais quand tu étais petit? C'est super, ouais. Non, c'est sympa. Après, c'est ce qui est rigolo. Bon, je suis pas toujours fan des albums collectifs, mais là, dans ces deux cas, c'est sympa de voir comment tout le monde a vu ces personnages-là, quoi. Donc, comment quelle est leur vision justement de Spirou, de Gaston, d'un autre personnage mythique. On arrive bientôt à la fin de l'interview, mais avant de terminer, j'aimerais encore discuter un petit peu avec toi du monde de la BD. Est-ce que tu considères que face à la concurrence des séries animées, des plateformes, etc., est-ce que la BD a encore une place? Est-ce qu'elle a encore un bel avenir devant elle? Moi je pense, après c'est pas forcément la BD comme on l'a pratiquée là, il y a quelques années en arrière. Moi, par exemple, le public de Cho, c'est tout à fait... C'est typiquement un public qu'on a perdu. À l'époque où Cho paraissait, les ados n'avaient pas encore d'écran, n'avaient pas encore de téléphone portable. Et assez clairement, c'est un public qui a un petit peu disparu quand sont arrivés les écrans, parce que voilà, c'est plus facile le téléphone est toujours dans sa poche, alors que le magazine, ça demande un autre effort, quoi. Donc ce public-là va plutôt consommer du manga, parce que c'est des bandes dessinées qui ne sont pas très chères, qui peuvent se payer avec leur propre argent de poche, ce qu'ils ne font en général pas avec un roman graphique, avec une BD franco-belge qui est plutôt aux alentours de 20 francs, quoi. Donc voilà, donc ce public-là est parti sur le manga, et puis je pense que c'est tout à fait des BD qui leur conviennent, hein. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès grandissant de ce type de BD. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? Ouais, alors ça c'est difficile, parce que je sais que les conseils, on les fait d'après ses propres références, et puis les miennes vieillissent de plus en plus, quoi. Donc, le truc naturel, quoi, c'est de dessiner, c'est de montrer le plus de choses possible. Aujourd'hui, avec les réseaux, c'est quelque chose qui est facilité par rapport à ce que moi j'avais. C'est très facile de montrer son travail à plein de gens, de se faire déjà un public. Puis après, c'est d'essayer de présenter à des éditeurs, mais si ça ne marche pas, il y a déjà des tas d'autres possibilités pour se publier soi-même ou avec des plateformes, avec des financements. Et puis l'autre chose que je dirais de manière générale, c'est que la BD
ça mène à plein de choses. Enfin, ça fait pratiquer le dessin comme jamais, quoi. Si on est dessinateur ou dessinatrice. Et puis le dessin, c'est un domaine immense, quoi. Justement, tu peux partir dans le graphic design, tu peux bosser pour le cinéma, tu peux bosser sur du storyboard, tu peux bosser sur du vêtement, sur de la mode, enfin voilà, les domaines sont innombrables. Et je veux dire, savoir faire du dessin, c'est toujours un plus dans la vie, quoi. Si je te demande le nom d'une personne qui t'a marqué, d'une rencontre qui t'a marqué durant ta carrière, ce serait qui? Alors moi j'ai rencontré Peyo, mais il était déjà âgé, on voyait qu'il perdait un peu la tête. Il était venu une fois en Suisse. J'ai une dédicace de lui, qu'il avait fait à une époque où les auteurs dédicaçaient pas encore. En fait, c'était dans les années 70, il y a une de ses BD, La flûte à six schtroumpfs. En fait, c'est l'histoire dans laquelle les schtroumpfs apparaissent, une histoire de Jean et Pierre-Louis. A été adaptée en dessin animé. Et puis, c'était un grand succès commercial. Et il était venu le présenter en Suisse. Moi, j'avais, je crois, 10 ans ou 11 ans à l'époque. Je ne suis pas allé à cette avant-première, mais le père d'un copain y est allé et a amené une bande dessinée que moi j'avais fait. Je faisais des bandes dessinées que je photocopiais et puis je les vendais à mes copains. Et donc, l'exemplaire de mon copain m'est revenu avec une dédicace de Peyo au dos. Donc il l'avait vu, il l'avait feuilleté. Et puis il m'avait fait un truc du style, il y a le grand Schtroumpf qui dit bravo Eric, continue sur cette voie et tu deviendras, je sais pas, tu seras un auteur de bande dessinée. Enfin vraiment le truc super sympa et encourageant. Et puis voilà quoi, donc c'était vraiment une super rencontre. Donc, après moi je l'ai croisé longtemps après, puis j'ai pas osé lui dire ouais, vous m'avez fait un dessin il y a 20 ans en arrière. Mais voilà quoi, quelque chose qui t'a marqué. Ça m'a marqué. Eric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis d'avoir joué le jeu. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Eric, merci encore, on te souhaite tout de bon et à une prochaine. Ouais, à la prochaine.